directrice générale de Roueli Capital, qui est le premier fonds d'investissement islamique en Afrique francophone. Pour mon parcours, j'ai près de 18 ans d'expérience dans la finance d'entreprise et dans l'investissement, dont 12 ans au Sénégal, comme Mariam l'a dit, en Ile-de-France et des rangs de capital principalement. Donc ces 12 dernières années, j'ai plutôt passé mon parcours à investir dans les PME au Sénégal. Et c'est donc ce qui m'a inspiré de mettre en place un fonds d'investissement islamique en me basant sur des leçons sues, en étudiant l'écosystème pour voir qu'est-ce qui manquait encore pour accompagner nos PME. Maintenant, par rapport à l'inspiration et ce qui m'a peut-être poussé à faire le saut, c'est plutôt personnel et c'est lié au nom du fonds, Roueli Capital, qui porte le nom de Saïda Khadija bint Khuwaylid, qui était l'épouse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle était une femme quand elle avait 25 ans. Elle était déjà 2 fois mariée, une fois divorcée et une fois veuve, avec des enfants. Et à la suite de cela, elle a décidé de se consacrer à son entreprise. Donc elle a construit un empire commercial transfrontalier entre l'Arabie Saoudite, le Yémen et la Syrie. Et là, on parle du 6e et 7e siècle en Arabie Saoudite. Donc c'était vraiment une société patriarcale. Son entreprise consistait à faire voyager des caravanes. Donc c'était un métier qui était dominé par les hommes. Donc elle-même, elle ne se déplaçait pas, mais elle employait les hommes. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a rencontré notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand j'ai une fois écouté une série sur sa biographie, ça m'a inspiré parce que non seulement elle a osé à 25 ans se consacrer à son entreprise, à développer son empire commercial malgré le fait qu'elle vivait dans une société très patriarcale. Donc cela m'a inspiré et il n'empêche, à l'âge de 40 ans, elle s'est remariée avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de 45 ans, elle a eu 6 autres grossesses, donc 4 enfants qui ont survécu. Donc quand j'ai regardé tout ce qu'elle a pu surmonter, tout ce qu'elle a pu affronter, le courage qu'elle a eu, personnellement je me suis retrouvée dans son histoire et cela m'a inspiré donc, à mettre en place un fonds d'investissement. Déjà un fonds d'investissement aujourd'hui, ce n'est pas encore connu. Même si des fonds d'investissement comme Terrain Capital sont là depuis 8 ans, Roueli Capital est là depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, quand on parle de capital investissement, les PME ne comprennent pas encore. Maintenant, quand on rajoute la touche islamique, les gens se demandent c'est quoi exactement. Donc ça m'a pris beaucoup de courage pour me dire que non seulement je lance un fonds d'investissement, je n'ai pas eu la chance d'être accompagnée par un groupe de femmes entrepreneurs. Et donc ça a été vraiment un défi. Et surtout lorsqu'on se présente devant des investisseurs pour leur pitcher le fonds, on me prend pour une jeune femme. Jusqu'à ce matin, il y a quelqu'un qui me disait « Vous êtes vraiment jeune ». Je ne suis pas si jeune que ça, on m'entend que jeune femme voilée. Déjà l'apparence, ça ne joue pas en notre faveur. Donc j'ai pu vraiment m'armer de courage pour pouvoir surmonter ces obstacles-là. Et bien sûr, en termes de défis compliqués, femmes. Qui sont soit mariés ou bien qui ont une famille. Il a fallu trouver je n'ai pas parlé d'équilibre, mais je parle de déséquilibre assumé. Parce que je vois que par exemple pour les hommes, on ne leur pose jamais la question est-ce que vous avez l'équilibre, bien comment avez-vous l'équilibre? Ils n'ont pas d'équilibre. Mais nous, à nous les femmes, on nous demande si on a un équilibre. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, il faut avoir son déséquilibre assumé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on passe plus de temps sur sa carrière, il faut assumer. Si on passe plus de temps sur sa famille, ou bien sur son mariage, il faut assumer. Et dans mon cas précis, la solution que j'ai trouvée pour surmonter ce défi, c'est de me dire que c'est par cycle. Donc il y a des moments où je suis entrepreneur, je monte mon fonds. Désolé mon fils, désolé mon époux, mais je dois monter mon fonds. Il y a des moments où c'est ma famille qui vient en premier. Chaque jour à 20h, mon téléphone se déconnecte automatiquement, personne ne me joint, parce que je me consacre à ma famille. Il y a des périodes durant l'année où je me consacre uniquement à ma famille, à mon enfant, à mon époux. Même si je suis en train de lever le compte, certains me disent c'est impossible comme tout le monde.
déséquilibre que j'assume. Si par exemple je rate des opportunités dans ma carrière pour me consacrer à ma famille, j'assume. Si par exemple je rate voilà, des spectacles à l'école de mon fils parce que je dois voyager, j'assume. Si je n'arrive pas à être tout le temps avec ma mère qui prend de l'âge, j'assume. Donc c'est vraiment d'assumer ses choix et de savoir aussi pourquoi on fait tout seul. Bon, je ne veux pas être plus longue, je vais m'arrêter pour le moment. Bonjour à tous. I will change it to English because I'm not sure if I succeed in French. I understand better than I speak. So my name is Anne-Kathrin Herrenberg and I'm running one of the few female-owned and managed consulting companies in Germany. It sounds a little bit weird maybe because in Germany we have 250,000 consulting companies. But we are in the field of transformation, restructuring, and developing companies, and there are in our size only 3,500 consulting companies. So, and this company, or in this branch in Germany, there are only a few women, but a lot of men. Yeah, I will explain a little bit later. Why I'm here, thank you very much that I'm invited from WIC, because I'm a member of the biggest female entrepreneurship association in Germany, WDU, and we are partner of WIC. That's why I was invited as well, including women in business. And I'm very happy to be here because this day showed me here in Senegal and all the neighboring countries, you do a lot. Yeah, you are succeeding all the challenges. Yeah, you are very full of energy and ideas, and I can just congratulate you to follow up with this energy and just go. Yeah. My careers, if you want to say it. I come from an entrepreneurship family. It was not clear that I take over a business, that I will be an entrepreneur one day. I did a dual vocation or education in Germany, which is very typical in Germany, and I followed up in going to Australia because I wanted to work internationally. And in Australia, I studied economics and marketing with a focus on tourism management. And when coming back after 3 years in Australia to Germany, we had economically problems. And I thought, okay, well, I will establish my first business. This was 25 years ago. It was in the tourism industry. I sold it after 3 years. I set up another business, in wine trading, and I sold it again. So 2 businesses, successfully sold. I didn't want to keep them because I wanted to follow up. I wanted to learn much more, and I traveled a lot. I worked for different companies worldwide, setting up different entities, different companies, especially also in the training sector, training academies for tech industries, but worldwide. Now, there was a big change because I found me in Haiti some years ago, and I established my third company, my consulting company, but not in Germany as a first step, but in Haiti. And this was one of my biggest challenges because, first of all, I'm white. White in Haiti. I'm a woman in a business role, which is really male business role in Haiti, and I'm not from Haiti, so I'm international. So 3 obstacles which were very challenging,
when I came to IT, everybody told me, yeah, she's gone in 3 months, yeah. And I thought, well, we will see, yeah. I will stay, yeah, and I will succeed. And this gave me the power to set up this business there, very successful. And unfortunately, we had to close it in 2019 because of all the political issues and so on. But I continued with the second step in Germany, and now I'm there, yeah, having this consulting company in Germany with a focus on German clients, German companies, but always, yeah, in an international environment. And I see it is not really different to Haiti. Okay, the environment is a little bit different, but it's a male business. I'm sitting always with men in meetings, yeah. Okay, that's fine, yeah, you can succeed in this road, yeah. But I wish sometimes there would be more women, yeah, more women in the consulting companies, more women in management positions. And this is where I have my challenges, but I think it's just, you need to go on and just work with this situation. Thank you so much. Juste avant de passer, je pense que ce serait bien quand même que l'on revienne sur les 2 premières interventions. Aujourd'hui, David Laïtiago nous a bien partagé ses inspirations, notamment avec son Khadija. Et aussi Anne-Catherine nous parle de ses voyages qui l'ont beaucoup inspiré, de son parcours aussi, qu'elle est issue d'une famille d'entrepreneurs, ce qui l'a beaucoup en tout cas inspiré à pouvoir se lancer, mais aussi des challenges qu'elle a eu à rencontrer étant femme blanche, devant instaurer plutôt une activité dans un pays où en tout cas elle n'était pas d'origine. Donc on comprend tous que ça a été des obstacles, mais qu'elle a su surmonter aujourd'hui, et même pour dire que finalement ce n'est pas seulement la couleur de peau, parce qu'une fois aussi retournée en Allemagne, elle a été confrontée aussi à ces mêmes problèmes. Juste pour dire que dans différents secteurs, mais on se rend compte toujours qu'en tant que femme, on doit faire plus d'efforts pour pouvoir s'imposer dans ces secteurs qui sont exigeants. Pour en venir à Siham, on aimerait vous aussi t'entendre parler de ton parcours, parce qu'aujourd'hui tu es à l'Institut agronomique à Salle 2. Donc revenir sur ton parcours premièrement et surtout nous partager les challenges, les défis et comment tu les as surmontés. Merci Mariama. Donc tout d'abord je tiens à remercier Luc de m'avoir invité. J'étais très émue durant ces 2 jours. J'ai appris beaucoup de choses qui sont différentes de ce que je fais tous les jours. Donc je vais me présenter premièrement. Je suis Siham Felahi, professeur universitaire, enseignant-chercheur à l'école vétérinaire à l'Institut agronomique et vétérinaire de Saint-Leu. Pour mon parcours, je suis vétérinaire de formation. Après, j'ai fait un master en biotechnologie, ingénierie de micro-organismes et bioinformatique. Et par la suite, j'ai fait un PhD entre l'école vétérinaire de Toulouse et l'IAVER Saint-Leu. Donc, je suis également secrétaire général de l'association marocaine de pathologie aviaire qui est affiliée à l'association mondiale. Et également, je suis dans le cadre de l'entrepreneuriat. J'accompagne des jeunes ingénieurs et vétérinaires de notre institution pour monter des startups en matière de tout ce qui est projet en relation avec l'agriculture et la santé animale. Donc, je pense que je suis là parce que c'est pas pour le métier vétérinaire, parce qu'au Maroc, le fait genre qui a été auparavant bien observé, actuellement non. Donc pour ma promotion, on était 20% des femmes par rapport à 80% des hommes, mais actuellement, ce que j'enseigne, on est à 70% des femmes et à 30% des hommes. Donc on est vers la féminisation de la médecine vétérinaire. Mais je pense ce qui est particulier, ce qui est différent dans ma carrière, c'est plus que vétérinaire, c'est la deuxième partie, c'est ma spécialisation en génomique et en bioinformatique. Donc je suis la seule vétérinaire voilà, qui fait cette spécialité, qui est tout ce qui est séquençage, analyse des génomes, ADN et tout ça, en Maroc, en relation avec la santé animale. Durant mon parcours, c'était pas aussi facile. Donc quels sont les défis? Donc avant de parler des
puis je vais répondre à mon inspiration qui m'a inspirée pour faire ça. Je suis une fille qui a été élevée dans une famille où le père est vétérinaire et la mère est enseignante. Donc j'ai fait l'enseignement vétérinaire. Ce qui m'a facilité, c'est pas des choses. Pour moi, c'était évident, c'était un métier de femmes et des hommes. Donc, c'est un métier que j'ai appris durant mon enfance, mon adolescence, durant toute ma vie, en voyant mon père qui était vétérinaire, qui travaillait tous les jours, ma mère qui était enseignante. J'ai toujours adoré les deux métiers, donc Dieu merci, j'ai fait les deux, j'ai pu combiner les deux. Ça m'a beaucoup inspiré. Mais les défis et les challenges que j'ai rencontrés pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, vraiment, c'était beaucoup de problèmes, beaucoup de challenges. Pourquoi? Donc, je vais m'expliquer. J'ai eu mon doctorat vétérinaire en 2008. Après, mon père, qui était vétérinaire responsable dans l'État, il rêvait toujours d'avoir un de ses fils qui soit vétérinaire. Et mes deux frères, ma soeur et mon frère, ils ont fait économie. Systématiquement, c'est moi la dernière qui a suivi à ce choix. Après mon bac, j'étais obligée de faire la médecine vétérinaire. Ce n'était pas vraiment un choix d'amour, mais j'aime beaucoup les animaux. En diplômant en 2008, j'ai trouvé déjà le cabinet qui a été monté. Pas de choix, tu vas pratiquer la médecine vétérinaire. Donc j'ai pratiqué pendant 2 ans, 3 ans. Après un échec, là, les histoires qui étaient dans la session précédente m'ont beaucoup touchée émotionnellement parce que je sais que chaque femme ici, chaque femme a vécu quelque chose qui l'a fait de ce qui est aujourd'hui. Donc moi aussi, j'ai vécu une petite histoire personnelle qui a duré 6 mois, mais qui était le premier échec de ma vie. Un mariage qui a duré 2 mois où c'était le premier échec, c'était très difficile à surmonter. Et cet échec m'a poussé à changer ma carrière. Je me suis réveillée un jour et j'ai dit, bon, je vais arrêter tout ce que je fais, pratique, j'aime pas. Depuis le premier jour, j'étais influencée par mon père, je vais faire ce que je fais. J'ai cherché, j'ai trouvé un master en biotechnologie, génétique, ingénierie, des choses qu'on ne fait jamais en médecine vétérinaire à l'époque. J'ai décidé de faire ça. Mes parents, au départ, ils n'ont pas accepté, mais par la suite, ils m'ont beaucoup aidé vu les circonstances que j'ai vécues. Et croyez-moi, c'était le meilleur choix de ma vie. Parce que ce choix m'a permis que je sois la première dame et homme, parce qu'on n'a pas même des hommes, qui ont fait des spécialités au Maroc. Donc j'ai pu... En terminant mon PhD, je suis revenue à l'école des cours, j'ai été recrutée directement par chance et je pense par compétence également. J'ai monté un laboratoire en biologie moléculaire appliquée en santé animale qui travaille jusqu'à aujourd'hui, 10 ans. Je suis en spécialité en oiseaux, poulets, dindes, tout ça, mais tous les collègues qui viennent travailler dans ce laboratoire, on a des machines, des séquenceurs dernière génération. Vraiment, j'ai pu avoir beaucoup de fonds, de projets de recherche. J'ai encadré beaucoup de doctorants, vu mon âge qui n'est pas... Je ne suis pas encore... Je rejoins, je ne suis pas très jeune, j'ai 39 ans, donc je dis que par rapport à ma carrière, je remercie Dieu pour cette belle carrière. Et voilà, j'ai continué, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est pas la médecine vétérinaire que je représente aujourd'hui, mais plutôt cette carrière qui est totalement différente à ce que je fais naturellement, et que ma leçon derrière, c'est qu'on peut toujours apprendre des nouvelles choses qu'on peut appliquer par la suite et qui sont des inspirations pour les futurs doctorantes et vétérinaires maintenant que j'enseigne. Il y a une dizaine, une vingtaine de doctorantes qui ont monté leur start-up, j'ai accompagné une lauréate qui produit maintenant des kits propres kits de biologie moléculaire pour les diagnostics des maladies. D'autres, vraiment, c'est... si je partage aujourd'hui, je vais partager la deuxième partie plus que la médecine vétérinaire. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Siam. En tout cas, à un moment, on a senti beaucoup d'émotions dans ta voix et surtout dans ce que tu étais en train de nous raconter, de nous dire. Et on sent finalement qu'il est important, en tant que femme et en tant que personne,
de nous écouter à un moment, de nous écouter pour vraiment pouvoir réaliser nos objectifs et avoir cette flamme-là qui ne va pas s'éteindre et qui va nous donner la force de nous lever chaque matin. Merci pour ce partage. Yaïswadou, je te laisse la parole. Alors, bonsoir à toutes. Je suis Yaïswadou Fall, cofondatrice de eCover. Et c'est un immense honneur pour moi de me tenir devant cette auguste assemblée afin de partager mon parcours assez atypique. Les panels précédents ont été très inspirants, dans le sens où ce qui fait la particularité de mon parcours, c'est peut-être le fait que lorsqu'on abordera l'autre partie du panel concernant la balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle, que la mienne est peut-être quasi inexistante, dans le sens où je fais partie du lot des femmes qui n'ont pas encore de mari, ni d'enfants. Exactement. Et donc j'ai cofondé eCover quand j'avais 20 ans. À l'époque, je venais tout juste de terminer mon baccalauréat. Et je viens d'une famille où je suis l'aînée et fille unique, avec 2 petits frères. Et donc, j'avais la lourde responsabilité et l'éducation, disons, assez stricte de tu dois réussir dans ta vie pour donner le bon exemple. Et donc, mes parents travaillaient pour la direction des bourses. Et donc, pour eux, c'était évident que lorsque je finirais mes études, je dois aller à l'étranger pour poursuivre ma carrière. Et donc, j'ai fait à ce moment-là le choix. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à m'expliquer quelles sont les raisons ou les motivations qui m'ont poussée à me dire « je veux rester au Sénégal et je veux travailler pour mon pays ». Je voudrais inspirer tellement de gens à avoir espoir en notre pays, à avoir espoir en notre éducation et à se dire qu'il est possible de faire toutes ces études au Sénégal et pourtant de pouvoir avoir une carrière qu'on peut juger successful. Et donc, à ce moment-là, je me suis inscrite dans une école de la place et j'ai commencé à faire des études en gestion des entreprises, un peu comme ce que tout le monde faisait. Mais on nous a demandé de créer une entreprise afin de pouvoir concrétiser tout ce qu'on apprenait à l'école en tant que gestionnaire d'entreprise. Et donc, je me suis intéressée à ce qui se passait autour de moi, et notamment le fait que notre ville, Dakar, est une très belle ville, mais qu'elle pourrait être encore plus belle si elle était plus propre. Et donc, je me suis intéressée à un phénomène qui est assez particulier, c'est qu'il y avait des pneus à chaque coin de rue. On était à un niveau où il faisait partie du décor. Les enfants jouaient avec. C'est pas grave si on tombe sur un pneu. Les manifestations, on ne sait pas comment, mais ils sortent de n'importe où et on les brûle. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à ces pneus en fin de vie? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il n'y avait pas d'automalite, la voiture qui collecte les déchets, pour les pneus. Et donc, parce qu'ils étaient trop gros, ils étaient laissés dans la rue. Et donc, pour ceux qui arrivaient à la décharge, ils étaient brûlés pour les métaux qu'ils contiennent. Et donc, la seule application qui était possible pour les déchets de pneus, c'était de les brûler. Donc, avec un groupe d'amis, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas trouver une application utile aux déchets de pneus? En tant que Sénégalais, pourquoi ne pas essayer de trouver une seconde vie à ce type de déchets-là? Au moins, on gère un déchet, et peut-être ça va encourager les autres à gérer les autres déchets. Et peut-être à un moment donné, Dakar deviendra très propre, très belle et aussi inspirante que les autres villes, les plus belles villes du monde. C'est de cette ambition aussi rêveuse, et à l'époque, on était pris pour des fous, qu'on a décidé de lancer eCover. Avec une histoire très cliché, à 20 ans, on n'avait rien du tout, et on voulait lancer une industrie à partir de rien du tout en tant qu'étudiant. Donc c'est à partir du toit de la terrasse de notre maman, avec des hachoirs à viande hachée, qu'on broyait les pneus à chaque pause à l'école. Et c'est à partir de ce hachoir-là qu'on a grandi jusqu'à aujourd'hui avoir une industrie qui, bien sûr, n'aurait su voir le jour sans l'aide de WIC Capital. Donc, aujourd'hui, eCover peut être fier d'être le premier projet sur lequel WIC Capital a investi il y a de cela 4 ans maintenant. Et donc, à un moment où c'était très difficile, parce que étant une femme, mais surtout étant une très jeune femme, personne ne croit en nous,
dans le sens où on se dit ah bon, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, est-ce elle a des responsabilités, et que on se dit est-ce qu'ils vont y arriver à cause du jeune âge, et surtout dans un domaine très masculin. Aujourd'hui, eCover emploie 50 personnes, et ces 50 personnes, toutes des hommes. Alors, on aurait bien aimé avoir plus de femmes, mais un pneu de camion pèse 60 kilos. Je suis désolée, mesdames, mais une femme ne peut pas soulever un pneu de 60 kilos. Et donc, c'est assez compliqué d'être une jeune femme et de gérer des hommes. De gérer des hommes non seulement au sein de l'usine, mais de gérer les hommes qui sont au sein de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, si moi je me présente chez un vulcanisateur, s'il devait me vendre un pneu à 300, il me le vendrait à 1000 francs, parce que je suis une femme. Donc je suis obligée de gérer les hommes et de voir comment faire pour qu'ils s'arrangent pour que j'ai ce que je veux. Et même avec les hommes que je gère au quotidien, c'est difficile, dans le sens où il faut toujours voir comment ne pas trop brusquer leur ego. Et parfois, il faut brusquer leur ego. Et donc, c'est un juste milieu, une balance à trouver tous les jours et une force pour aujourd'hui se tenir devant eux et oublier qu'on est une femme. Moi, quand je porte une jupe, par exemple, et que je viens dans l'usine, pour moi, c'est trop. Je veux qu'ils oublient le fait que je sois une femme. Je veux qu'ils me considèrent comme quelqu'un qui peut être leur père, comme quelqu'un avec qui ils peuvent avoir la même communication et le même respect qu'ils donneraient à un homme. En dépit du fait d'être le boss et d'être celle qui donne leur argent. Mais voilà, juste pour montrer un peu l'intérêt pour moi, en tout cas, d'être invitée à ce panel, parce que je suis convaincue que ce qui développe le Sénégal et l'Afrique, c'est l'industrie. Malheureusement, les femmes ont de grandes ambitions, mais elles ont des ambitions souvent limitées par le fait qu'elles se disent « Ah, je peux me contenter de ce peu, je peux me contenter de juste ceci », alors qu'elles peuvent réaliser tellement de choses beaucoup plus grandes. Et donc, pour moi, c'est très important de continuer à refléter cet espoir-là chez les jeunes dames afin qu'elles puissent croire en elles et avoir encore plus d'ambition explosive. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci énormément au Wix pour l'invitation et merci François Lassalle pour m'avoir permis d'être ici grâce à l'aide de l'ambassade du Canada. Vous allez remarquer que j'ai un accent très québécois. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas mes termes, n'hésitez pas à lever la main pour que j'ajuste le débit et le terme de mes expressions. Alors d'abord, j'ai été extrêmement impressionnée par le débat tout à l'heure. J'apprends énormément sur la communauté sénégalaise. Je suis haïtienne, mais j'habite au Québec, au Canada. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à créer mon entreprise? J'ai tout un parcours, je dirais, depuis toute jeune, je pouvais voir les défis. C'est facile lorsqu'on est et qu'on a cette vision d'avoir des racines africaines et que dans le temps, dans le temps, être une personne dite de couleur là-bas, c'était très problématique. Donc, un jour, j'ai pris mon sac à dos et j'ai fait l'Afrique de l'Ouest en sac à dos pour découvrir mes racines et j'ai fait la route de l'esclavage. Donc, par la suite, je suis retournée au pays de façon plus ancrée et plus organisée. Dans mon jeune âge, j'ai aussi créé beaucoup d'organismes communautaires pour aider les jeunes filles et leur permettre de continuer à faire du sport de haut niveau. J'ai aussi créé un autre OSBL pour aider les jeunes tannants, comme on dit, donc les jeunes à défis particuliers pour en faire des leaders positifs. Et par la suite, je me suis retrouvée à travailler pour une organisation dans la technologie. Et là, j'ai mordu à la technologie. C'est ainsi que j'ai pu développer un outil qui permettait aux avions de circuler sur le tarmac pour aller se faire dégivrer, c'est-à-dire enlever la neige sur l'avion pour que ça soit plus sécuritaire. Maintenant, avant d'arriver à qu'est-ce qui m'amène ici et qu'est-ce que j'ai créé, j'aimerais savoir qui ici connaît James Bond? Oui, parfait. Est-ce que vous auriez aimé avoir une James Girl?
Non? Ben, en tout cas, moi, j'ai voulu avoir une James Girl, alors j'ai donc créé mon entreprise qui a fait que je suis devenue la première afro-canadienne antillaise à avoir une firme d'enquêteur privé, de détective. Ce qui explique... Ce qui explique, s'il vous plaît, pas de photo. J'ai vu une personne là-bas prendre la photo, je pense que vous ne saviez pas, s'il vous plaît, pas de photo et pas de vidéo. Donc, un enquêteur privé, un James Bond, quand ça doit intervenir pour aller aider puis sauver la Terre ou sauver quelqu'un, il faut qu'il puisse s'infiltrer pour qu'on ne le reconnaisse pas. Je peux me déguiser, là, mais des fois, tu ne peux pas aller trop loin. Donc, en étant ce James Girl, j'ai décidé d'être une James Girl sur Internet. Donc, je suis devenue cyber-enquêteur. Et donc, en étant cyber-enquêteur, il n'y en avait pas des femmes qui faisaient ça au Québec. Et en plus, qui avaient étudié la psychologie, la criminologie et les sciences sociales pour mieux comprendre l'humain. Donc, je venais challenger ce qui existait déjà. Et je me suis dit, ben c'est bien beau être cyber-enquêteur, mais là, il faudrait avoir des gadgets. Donc, j'ai créé 2 gadgets. Le premier gadget permet aux entreprises de protéger leur entreprise, tout ce qu'ils ont bâti, en leur démontrant c'est quoi les risques, c'est comment le cybercriminel ou comment un pirate peut venir puis détruire votre entreprise. Qu'est-ce que le pirate pourrait faire pour voler votre argent ou fermer votre compte Instagram et tout ça? On n'a pas d'outils. Donc, moi, j'ai créé cet outil-là. Bon, alors, j'ai fini de penser aux organisations. Je me suis dit, mais il faut penser aux personnes, surtout après ce que mon père a vécu. Alors, j'ai créé le garde du corps numérique pour les personnes. Alors, chaque personne va être en mesure de voir ce que nous, on appelle l'empreinte numérique, c'est-à-dire, lorsque vous allez sur Internet, vous mettez vos photos, vos vidéos, vos activités, les photos de vos enfants, où est-ce que vous étiez hier, et vous naviguez sur Google ou Safari et ainsi de suite, vous mettez ce que nous, on appelle une empreinte numérique, c'est-à-dire, vous mettez des informations qui vont me permettre, si on enquête, de savoir où vous habitez, qui sont vos amis, combien d'argent vous avez, quelle banque vous êtes, et ainsi de suite, et donc de vous traquer. En vous offrant le garde du corps, bien, vous êtes capable de protéger ça, de changer vos mots de passe et s'assurer qu'on ne vous vole pas. Alors, ce sont les 2 outils que j'ai créés en lien avec mon métier qui fait qu'il n'y en a pas vraiment de noirs qui fait ça, et surtout de femmes noires qui est dans ce domaine et qui a ce besoin de protéger les personnes, notamment les femmes. Merci beaucoup Jean-Militza. Et je pense que ce qui ressort clairement de ces différentes interventions, en tout cas, c'est clairement la capacité et la résilience surtout des femmes que nous sommes, en tout cas, qui aujourd'hui arrivent à s'imposer dans des secteurs qui sont très exigeants. Et pour juste faire la suite au précédent panel qui nous a toutes inspirées, et je pense que c'est de nous dire comment aujourd'hui, parce que lorsqu'une femme est dans un secteur, on va dire d'hommes, elle doit d'abord faire le double de ce que les autres font pour pouvoir s'imposer. Mais comment aujourd'hui vous arrivez à concilier ça avec une vie familiale? Neidiago, je te laisse la parole. Je pense qu'on en a parlé lors du précédent panel. C'est d'abord d'assumer ses choix et de savoir pourquoi on fait ce que l'on fait. Et la deuxième chose, et je pense qu'il marche pour tout le monde, c'est de s'entourer. Madame Diaye, tout à l'heure, avait parlé de s'organiser. Et il y a une autre panéliste qui parlait de comment elle dépose ses enfants chez son père, chez sa mère, etc. C'est vraiment de la même façon, parce que les femmes, en général, sont super structurées, très organisées, surtout au travail. Donc, il faut ramener ça à la maison, de pouvoir déléguer, comme on délègue en entreprise. Aussi, voilà, dans la vie familiale, il y a certaines tâches, bien sûr, qu'on peut déléguer et d'autres non, mais au moins celles qu'on peut déléguer, qu'on ne se sent pas coupable de les déléguer. Tout à l'heure, je le disais au début, oui, le déséquilibre assumé. Aujourd'hui, j'observe beaucoup les hommes. Déjà, mes mentors, la plupart sont des hommes.
et je vois comment ils fonctionnent et comment ils délèguent eux-mêmes certaines tâches. Ils ne sont pas tout le temps présents pour leurs enfants, par exemple, ou bien pour leurs épouses. Ils sont obligés de déléguer, mais après, ils compensent. Mais ce sont des choix assumés. Et je pense que nous aussi, en tant que femmes, il faudrait qu'on arrive à ce niveau où on ne se sent plus coupable et qu'on assume le fait que le terme que je déteste le plus, c'est superwoman. On ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. On n'est pas des super-humains, on est des humains. Donc il faut vraiment qu'on trouve voilà, ce déséquilibre assumé, de s'organiser et de pouvoir déléguer pour pouvoir s'assurer que même si nous ne sommes pas là, il y a quelqu'un qui peut remplir cette tâche qu'on était supposé faire et par la suite compenser. Yeah, in this point, I think I'm also very German. I'm very organized and structured. My days are full. They are really organized from very early in the morning till very late, also on the weekend. Yeah, I'm very German, I think, in this point. So, but it is the only way I can combine private life and business life on one hand. Without a structure, an organization, planification, my agenda always with me, it wouldn't work for me. Yeah. And on the other side, I have a great team behind me. I can, because you said we need to delegate tasks. Yes, it is very important. You are not a superwoman. You can't do everything. Yeah. And if you like to have some moments of private life with your family, with your friends, anything else, yeah, you need to delegate tasks. You need to delegate things into other hands. Neither on the other hand, maybe in your team, in your company, but also in your private life. So and you need to motivate yourself also to take your time sometimes for yourself, to breathe, to get outside of your business, and to really take this time, to see the world from another perspective. This is very important, to be more motivated for your family, but also for your business life, I would say. Donc, de ma part, je rejoins ce qui a été dit. Pour moi, équilibrer entre la vie personnelle et la vie professionnelle, je ne suis pas vraiment le meilleur modèle, je l'avoue. Et pour moi, cette partie, cet équilibre, il dépend de l'âge. Quand je faisais mes études, vraiment, je me suis mariée deuxième mariage à 26 ans. Donc après, j'ai eu mon premier enfant en plein doctorat. Après, j'ai eu le deuxième enfant. Du coup, c'était un processus. Moi aussi, je suis du même avis tout à l'heure de Madame Fatou, c'est ça, Fatou? Voilà, parce que l'essentiel, c'est de trouver un bon mari. Parce qu'on ne peut pas donner des conseils avec un mauvais mari. Mais c'est ça, parce que si on est bien accompagné, tout devient facile. Même les obstacles, si on est le mari et la famille. Pour mon cas. Mon mari, c'est quelqu'un qui est génial, j'ai fait toutes mes études alors que j'étais déjà mariée, et mes parents. Donc, quand on est supporté par les parents, encouragé par les parents, ça c'est mon témoignage. Je ne suis rien par rapport si mes parents n'étaient pas là. Donc aujourd'hui, je suis là, je voyage beaucoup, j'enseigne dans plusieurs écoles vétérinaires à l'échelle mondiale et tout ça c'est grâce à mes parents. Parce que quand je ne suis pas au travail, je donne 100% de mon temps à ma famille, mais sans un support, je pense, pour la femme, parce que les enfants, ils ont besoin de leur mère. Le père ne peut pas remplacer le rôle d'une mère. Mais quand ils sont là, quand les grands-parents ils sont là, je pense que ça facilite beaucoup de choses pour la femme africaine. Donc, c'est ça il n'y a pas de recette magique, en fait. Il n'y a pas de recette magique. Il faut y aller, il faut s'organiser, il faut avoir un bon partenaire, toujours regarder vers l'avant, sauter les obstacles et
finalement, on arrive. Voilà, ça c'est mon témoignage. Alors pour ma part, je pense que vu le parcours que j'ai eu à avoir, en 2025, cela fera 10 ans que je suis entrepreneur maintenant. Et je pense que cela aurait été très difficile, voire quasi impossible, si j'avais eu à avoir une vie familiale à côté. Et donc, je pense que j'ai commencé à penser peut-être à en fonder une après mes 27 ans. Et que c'est quelque chose qui commence à devenir important pour moi, pour créer cette balance. Parce que je ne m'en rendais pas compte dans le sens où j'avais tout le temps des burn-out. Et je ne pensais pas du tout à satisfaire mon moi personnel, mais toujours à travailler et à satisfaire les autres. Et pour moi, il devient de plus en plus important de penser à ma satisfaction personnelle, à faire des choses qui me font plaisir, comme le sport, et comme lire et faire des choses où je pense à moi et à moi toute seule. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est important pour que ce soit une femme mariée ou pas. Comme on l'a dit dans les précédents panels, une femme n'est pas plus importante qu'une autre parce qu'elle est mariée, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle est dans un mariage polygame ou pas. Je pense que toutes les femmes méritent d'avoir des moments pour elles-mêmes aussi et de penser à leur santé mentale. Merci, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Moi, ce que je dirais, pour ma part, j'ai tout le temps des défis. Par exemple, je suis devant vous aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir les photos de tout le monde, mais là, vous voyez Kenep, qui est le nom du garde du corps numérique, parce que mon choix a été de ne pas être devant les médias, ni dans les réseaux sociaux pour mieux me protéger. Alors, je vous dis ça parce que tout à l'heure, on a conclu le magnifique débat qu'on a eu juste avant nous sur le fait qu'il fallait être aligné avec soi-même. Et moi, je crois que c'est un message qui est positif, constructif et respectueux de l'entrepreneur que nous sommes ou que nous sommes à devenir. Et je voudrais qu'on reste avec cette proposition-là, d'une part. D'autre part, chez moi, on dit au Québec que business is people, que faire des affaires, que être entrepreneur, c'est être une personne. Et donc, ce qu'on entend, quoi qu'il en soit, c'est qu'en tant que personne, on a besoin du réseau, qu'il soit familial ou entrepreneurial. Alors, continuons à nourrir ce réseau qui est si important pour nous, pour que notre entreprise grandisse. Et finalement, ce que je voudrais dire comme conseil, je crois que ça fait partie de la question, c'est de comprendre que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. C'est tout à fait normal et il faut l'accueillir. Il faut accueillir ces hauts et ces bas-là parce que c'est dans les bas qu'on remonte plus haut. Alors, merci. C'est dans les bas qu'on remonte plus haut. En tout cas, on aura retenu que pour trouver cet équilibre, il est important déjà de s'assumer, de s'écouter, de penser réellement à soi, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, se faire plaisir, mais surtout, on a parlé de la qualité de l'entourage, ce qui est très important, et c'est parce que cet entourage aussi constitue notre support émotionnel pour nous aider à mieux nous accomplir, mieux nous assumer et vraiment mieux réussir nos projets. Donc, nous allons les passer aux questions et contributions, s'il y en a dans la salle, avant de faire la conclusion du panel. Bonjour, merci pour ce magnifique panel. C'est toujours un plaisir d'entendre des femmes aussi inspirantes. Alors moi, je voulais revenir sur la question du choix du mariage et du choix. Je pense que c'est important d'avoir un mari qui te supporte, c'est essentiel, mais c'est aussi important de bien choisir son partenaire. On ne peut pas décider de se lancer dans l'entrepreneuriat et puis on décide d'épouser un homme, quand tu sors de la porte, c'est un problème. Ça ne va pas fonctionner. Et on en a plein, on en a beaucoup malheureusement qui vivent ça et qui se disent « oh, il va changer, oh, il va… » Non,
Et je pense qu'à un moment donné, il faut se responsabiliser aussi et savoir ce que l'on veut et être aligné avec soi-même et décider de sa vie. Si on veut faire de l'entrepreneuriat où on voyage, on va partout dans le monde, on est seul dans un hôtel, il y a un certain type de partenaire qu'il est préférable d'éviter. Voilà. Merci beaucoup pour la contribution. Des questions? Merci beaucoup. Merci à toutes d'abord pour cette opportunité et ce panel. Je ne me lève pas parce que j'ai de très hauts talons et je suis debout depuis tout à l'heure. Mais du coup, j'avais une question par rapport à tout ce qui s'est passé et ce qu'on a abordé. On demande souvent aux femmes qui sont entrepreneurs ou qui ont une possibilité de responsabilité, comment elles ont fait malgré. La question que je voudrais vous poser, c'est dans quelle instance est-ce que vous avez réussi parce que vous étiez une femme? Et je pose cette question parce que j'ai eu une expérience professionnelle aux Nations Unies où je travaillais pour l'OIM et donc j'offrais des panels gouvernementaux à des gens qui faisaient partie un petit peu du corps professoral, militaire, policier. Et donc je me rends en Sierra Leone et un des premiers conseils que je reçois d'un de mes mentors, c'est de changer la place de ma bague parce que j'ai un visage très qui fait plus jeune que mon âge. Et donc si je mets une bague à l'anneau, en fait, ça donnera cette idée de responsabilité, de respect, parce qu'une femme mariée est beaucoup plus respectable. Et donc, on va autour de ce panel, et je le fais plusieurs fois. Et puis, une fois, après 2 ans à l'OIM, je me retrouve encore en Sierra Leone, et je donne encore un panel aux militaires. Et là, en fait, je reçois un paquet qui m'est livré, parce que je suis dans la zone de Bon, qui est très, très loin de Freetown. Et on m'ouvre ce paquet, on m'amène ce paquet, je l'ouvre devant le panel, et il s'avère que c'est des serviettes hygiéniques. Je vous jure que la réaction de ces messieurs de 50 ans, devant le paquet de serviettes hygiéniques que j'ai sorti, a amené plus de peur que les mitraillettes en fait qu'ils devaient porter tous les jours sur le terrain. Et donc après ces réactions, j'ai eu une conversation avec mon mentor et il me dit, tu sais quoi, je pense que ce serait difficile pour toi de t'amener dans ces rooms-là et de faire penser ou d'essayer de ne pas paraître plus jeune ou plus féminine ou plus femme que tu l'es, parce que c'est la première chose que les gens voient. Donc l'idée pour toi, ce serait vraiment d'utiliser ça comme un outil. Et pour les années qui ont suivi, l'un des premiers exercices que je faisais quand j'étais en mentorat avec des militaires et des hommes qui sont beaucoup plus âgés, c'est que quand on parlait de sécurité et du besoin en fait d'inclusivité de la femme, le premier exercice que je leur demandais, c'est que je leur donnais tous une serviette hygiénique et je leur demandais de faire en fait l'exercice d'essayer de le poser. Et c'était impensable pour eux. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée dans ma carrière, de passer après 2 ans d'avoir essayé de break cette barrière d'être une femme, que d'utiliser ça, en fait, comme un propice. Et la question que je vous pose à vous, mesdames, c'est quelles sont les fois où être une femme vous a aidé dans vos carrières, que ce soit entrepreneur ou même à la maison? Merci. Alors, mesdames, D'accord, vas-y. La question, quelles sont les fois où être une femme m'a aidée? Je dirais tout le temps, parce que j'assume ma féminité. C'est la première chose. Deuxièmement, je suis une ex-militaire. Et j'étais dans la marine. En fait, j'aime toujours les bateaux et j'adore les bateaux, en fait. Et puis, c'était difficile parce que dans le temps, au Canada, au Québec, il n'y avait pas de femmes noires dans les forces armées, dans la marine en plus, et les bateaux n'étaient pas organisés pour qu'une femme puisse dormir avec les hommes. Donc, j'ai dû me retrouver bien souvent seule sur un navire la nuit pour dormir. Mais sincèrement, j'estime que nous, les femmes, on a tellement de compétences, d'avantages et de ce qu'on appelle le soft skill, qui maintenant en cybersécurité sont rendues les qualités à avoir pour combattre les cyberpirates. Donc, je crois que nous, les femmes, il est temps de reconnaître notre valeur et de le faire savoir haut et fort. Il est temps. Il faut qu'on l'assume. On doit d'abord nous-mêmes l'assumer. Peut-être que je vais partager une expérience personnelle.
Donc, j'ai eu ma première position de manager en 2016, où j'avais une petite équipe d'analystes que je gérais, et j'ai eu mon premier enfant en 2017, donc un an après. Et je pense que c'était lié à la maternité, à la grossesse et le fait d'avoir un enfant. Ça m'a rendue un peu plus gentille, disons, mais je pense que j'ai développé de la compassion. Et je pense que j'ai senti la différence dans ma manière de gérer les équipes. Et j'ai vu le retour sur investissement. Je me suis rendu compte qu'en me mettant à la place de l'autre, parce qu'avec un bébé, on est obligé de se mettre à sa place parce qu'on ne comprend pas quand il crie. Donc il faut vraiment développer cette compassion pour comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est à cette étape-là que j'ai commencé à développer cette compétence et j'ai vu l'impact sur mes équipes. Et bon, je ne dirais pas que les hommes n'ont pas de compassion, mais en tout cas, moi, c'est le fait d'avoir traversé cette grossesse, d'avoir eu cette maternité qui m'a transformée dans mon style de management. Et aujourd'hui, je peux dire que je vois encore, comme j'ai dit tout à l'heure, le retour sur investissement. Avec cette compassion, les équipes qui sont plus loyales et qui restent plus longtemps, par exemple, et que j'arrive mieux à les gérer, malgré les obstacles, malgré les difficultés, tout comme on gère un enfant dans ces phases de crise. Donc ça, j'attribue ça vraiment au fait que, voilà, en tant que femme, j'ai pu traverser cette maternité pour avoir cette compétence-là que j'utilise aujourd'hui dans le monde professionnel. Le micro est juste à côté. Ouais. Bonjour mesdames, félicitations pour vos parcours. J'ai une question technique pour Swadou. L'approche est très bien d'avoir voulu aller dans l'industrie. Comment vous avez fait pour passer la barrière technique et savoir ce qu'il fallait faire des pneus, quels sont les produits dérivés, voilà. Où est-ce que vous êtes allé chercher la connaissance, l'information et la bonne formation pour arriver à ce résultat? Sur Internet. J'ai un background en gestion des entreprises et donc des compétences assez polyvalentes plutôt en administration, en finance et en marketing, mais pas du tout en technique. Et donc c'est sur Google que je suis allée et que j'ai fait des expériences à la maison, à échouer, à essayer de faire des recherches comme une scientifique, taper sur Internet, tout connaître sur le caoutchouc à la base, par autodidactie. Et après, j'ai une associée qui est plus technique que moi. Et ensemble, alors, on est la première entreprise au Sénégal à faire du recyclage de pneus en combustible pour les cimenteries. Mais avant d'arriver à ce niveau, durant les 9 années d'expérience qu'on a eues, notre business model a beaucoup changé. Les applications qu'on a eu à faire également ont beaucoup changé. Quand on a commencé, on faisait des revêtements de sol et des carreaux avec les pneus. Et par la suite, c'est vraiment grâce à Oui Capital et sa due deal qu'on a dû revoir notre modèle économique et passer aujourd'hui à des applications beaucoup plus industrielles, notamment avec le granulat de pneus et le broyat de pneus. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, que ce qu'on vendait avec les revêtements de sol, c'était bien, c'était joli, c'était sexy à vendre, mais que ce n'était pas ce qui était le plus rentable. Et le rentable, aujourd'hui, on peut avoir les ambitions les plus nobles qui soient, mais il faut faire de l'argent. Et donc, on a dû pivoter pour passer de cette application de revêtement de sol, de carreaux, à quelque chose de plus industriel, avec notamment les granulats et le broyat, surtout parce qu'il y avait un marché qu'il fallait aller conquérir, et aujourd'hui qu'on ne regrette pas du tout d'avoir été sur ce marché. Mais côté technique, vraiment c'est par expérience, et c'est ce qui a fait que par rapport peut-être aux autres projets conventionnels, d'autant plus industriel, ça a pris plus de temps pour nous pour décoller parce qu'il fallait qu'on apprenne tout seul. Et c'était très, très difficile. Mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'était de la résilience. Et je ne cesserai de citer le WIC par rapport à tout le support qu'ils nous ont eu à nous apporter durant ces périodes très, très difficiles. Merci beaucoup, Yaye Swadou. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous passons directement à une dernière, d'accord?
Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour ces panels-là, aussi enrichissantes qu'intéressantes aussi. Donc moi, c'est Maguette Seck, je suis entrepreneur. Donc c'était pour apporter une contribution. Tout ce qui s'est dit ici, c'est très réel parce que moi, je l'ai vécu. Parce que je me suis mariée à mon première année d'ingénierat à l'ESP, parce que j'ai fait technique, ingénierat en industrie chimique et agroalimentaire. Mais c'était très, très, très compliqué d'allier les études, le mariage. Encore moins l'entrepreneuriat. C'est une réalité. Et ça m'a coûté quoi? Un mariage. Oui. Ça m'a coûté un mariage. Et on a beau être résiliente. J'ai 3 enfants et l'entreprise prospère. Mais c'est une réalité. Il faut avoir le bon partenaire. Ça, c'est une réalité. Si on n'a pas le bon... Si on n'a pas le bon partenaire, limite, ça devient même du sabotage. On peut aller nulle part. Parce qu'on n'est pas des robots, comme le dit, on n'est pas des superwomen, on est des humains. La situation qui suit, c'est les difficultés que nous rencontrons, c'est le poids social. Ça, c'est une réalité aussi. Ce qui m'a un peu coûté ce divorce-là, c'est qu'on m'exigeait, en tant qu'entrepreneur, à assister au mariage, au baptême du mari, de la famille du mari. Donc, il faut assister au décès. En tant qu'entrepreneur, je voyageais beaucoup. J'ai fait pas mal de pays, je le dis modestement. Donc, et ça, il ne voulait pas de ça. Et ça, c'est une réalité. Il voulait que je sois présent à avoir des enfants et être limité. Il refuse même l'ambition. Ça, c'est une réalité. Je ne dis pas que c'est partout, mais ça existe au Sénégal. Et pour se démarquer de ça, il faut savoir ce que l'on veut et foncer. Donc, et avoir beaucoup la foi aussi. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. La foi. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle contribution. Nous allons retenir qu'il faut être droite dans ses bottes, avoir la foi en bandoulière et vraiment être très bien entouré pour arriver à trouver cet équilibre et s'assumer pleinement. Donc, la maîtresse du temps est là, elle nous fait signe, c'est très passionnant, mais nous l'aurons bien dit durant ces 2 jours de forum. Aujourd'hui, la question de représentation des femmes dans divers secteurs, ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est vraiment une question d'impact parce qu'aujourd'hui, les femmes transforment des industries. Mais surtout, cela permet de savoir et de montrer que l'audace et le talent n'ont pas de genre. Donc, vraiment, merci à nos panélistes, merci au public et ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup.